j'ai toujours été un petit peu à la découverte des autres cultures. Et c'est de là qu'est venu mon besoin de témoigner, c'est de là qu'est venu mon besoin de raconter le monde. C'est pour ça qu'un jour j'ai décidé de m'engager pleinement dans cette voie de voyager et de rapporter des témoignages. La première fois que je suis partie seule, j'avais 15 ans, je ne suis pas allée loin, je suis allée en Angleterre. L'année d'après, à 16 ans, je suis allée en Australie, puis à 17 ans, je suis allée... Donc en fait, c'était toujours plus loin, toujours plus longtemps, et c'est devenu un mode de vie. Et ce mode de vie m'a donné accès à de vraies rencontres, à de vraies expériences. J'ai vécu avec des moines au temple Shaolin, avec des sadhus dans les ashrams de Bénarès, avec des Maasai au Kenya, avec des Sherpas au Népal. Et ces expériences-là, où j'étais vraiment confrontée à la réalité des gens qui m'accueillaient, a fait naître en moi le besoin vraiment de témoigner de ce qu'ils vivaient, de témoigner de leur mode de vie, de témoigner de leur culture, parce que j'ai moi-même pris conscience de la richesse des autres, du fait que j'avais beaucoup à apprendre d'eux et donc peut-être les autres aussi. J'ai grandi dans ce milieu culturel et familial qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Moi je continue juste, je m'inscris en extension de tout ce qui m'a été offert et c'est pour moi normal en fait de poursuivre cette route-là et pas seulement m'inscrire dans une logique matérielle qui consisterait à travailler plus pour gagner plus. J'ai d'abord rencontré avant de photographier. Ce que je veux dire, c'est que c'est parce que j'ai voyagé, c'est parce que j'ai rencontré ces personnes, ces cultures, ces traditions. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement des hommes, mais c'est des modes de vie, c'est des traditions, c'est des religions, c'est des quotidiens que je raconte. Et c'est parce que j'ai rencontré ça que j'ai décidé de photographier, et pas l'inverse, ce qui me différencie largement de la démarche purement journalistique qui va consister à aller chercher la photographie, aller chercher l'histoire, aller chercher l'image. Moi c'est l'inverse, ça a toujours été, je vais à la rencontre des autres et de cela découlera des témoignages, s'ils le veulent bien, si je le sens, c'est pas nécessaire, c'est pas une fin en soi. Il m'est arrivé de passer des semaines en Inde sans prendre la moindre photographie, ni le moindre film, parce que c'est pas une nécessité, c'est pas ce qui motive la rencontre. La rencontre est d'abord motivée par ma curiosité bienveillante de le découvrir pour mieux le comprendre. Il n'y a pas de règle. Moi j'essaye vraiment de ne pas avoir d'attente. Quelquefois une rencontre ne durera qu'une heure. Et j'essaye de ne pas faire en sorte de la prolonger coûte que coûte. Parce que encore une fois je ne suis pas dans cette attente productive de quoi que ce soit. J'essaye juste de trouver une certaine forme d'authenticité. Alors si la rencontre est vouée à ne durer que le temps d'un chai, qu'il en soit ainsi. Si l'échange dure plus longtemps, qu'il en soit ainsi aussi. Je ne vais pas, de la même manière que je ne vais pas écourter un échange, en tout cas je vais essayer de ne pas écourter une rencontre, je vais essayer de ne pas la prolonger. En fait la rencontre pour moi se situe dans ce qu'on y met nous-mêmes. C'est sûr que on peut avoir deux contacts sur Facebook, s'échanger un mail. Pour l'un, ça ne sera pas vraiment une rencontre parce que ce sera un mail impersonnel. Pour l'autre, ça peut s'inscrire dans un vrai échange régulier, sincère. Et là, on est davantage dans la rencontre. Bien sûr, moi, je vais privilégier la rencontre physique parce que l'émotion se situe beaucoup là-dedans pour moi. Mais après, c'est vrai que la rencontre, c'est un sujet qui est c'est un mot qui est très subjectif et qui sera vécu de manière très différente d'une personne à l'autre. Et je pense qu'il faut le respecter. Je veux dire, on peut être aux antipodes, je veux dire, être en communication avec un Sibérien du lac Baïkal sans jamais le rencontrer physiquement. Ce sera tout autant une rencontre, simplement différente en fait. Il y a plusieurs niveaux de rencontre, plusieurs outils de rencontre. Et je pense pas que l'un puisse valoir plus que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de l'intensité qu'on y met nous-mêmes dedans. Je ne me retrouve pas dans la recherche nécessaire de réussite sociale, de réussite par le salaire, de réussite par l'apparence, de réussite par quelle voiture tu as, quel appartement tu as, quelle marque tu portes, qui est, on va dire, un prisme très occidental dans lequel je ne me retrouve pas et dans lequel effectivement je m'inscris en porte-à-faux. La réussite a autant de définitions que de culture, que de sensibilité. Et si on me pose la question à moi, qu'est-ce que ça veut dire la réussite? Pour moi, ça veut dire se reconnaître, ça veut dire
être sur le chemin de son accomplissement, ça veut dire faire quelque chose qui a du sens pour nous, ça veut dire être fier et heureux le soir quand on s'endort parce qu'on aura fait quelque chose qui aura du sens pour nous, ça veut dire porter les valeurs auxquelles on croit, contribuer à porter des messages qui nous animent. Pour moi, c'est ça, réussir. Après, si ça se traduit par une réussite médiatique, encore une fois, qu'il en soit ainsi. Souvent, les mères te disent je veux que mes enfants étudient bien et aient un bon métier. C'est quelque chose qui revient, mais systématiquement. Qu'on soit même dans un village himalayen le plus paumé, on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle pense à ça? On aspire tous au mieux. Et dans cette aspiration au mieux, il y a ce désir d'éducation, ce désir d'amélioration. Tous les parents du monde veulent que leurs enfants soient mieux qu'eux. Et ça, c'est une constante que j'ai retrouvée partout, absolument partout. Une autre chose qui a été assez importante pour moi, c'est lorsque je revenais, j'ai passé 5 semaines à marcher avec les porteurs Sherpa en 2006. J'ai moi-même été Sherpa en fait, c'est-à-dire que j'avais pas de porteur, j'avais pas de guide, j'étais toute seule avec mon sac à dos et je suivais les porteurs Sherpa. Et ça a été une vraie expérience parce que j'ai été complètement acceptée, accueillie. Je logeais d'ailleurs chez des Sherpas qui me donnaient des alous, donc des pommes de terre, toute la journée. Je faisais des travaux agricoles avec eux. D'ailleurs, ils me disaient, parce que une des tâches agricoles consistait à ramasser les bousses de vache et à les jeter contre des murs de pierre pour les sécher. C'était utilisé comme des combustibles. Et Mama Zimba, elle s'appelait, elle m'a vu faire ça. Elle me dit non, non, tu peux pas faire ça, pas toi, pas toi. Comme si moi j'étais différente d'elle. Comme si moi je ne pouvais pas subir ça. Et là je dis mais non, mais enfin si toi tu le fais, moi je le fais aussi. Il n'y a pas de. Donc ça c'était une très belle expérience, ces 5 semaines passées à 5000 mètres d'altitude avec les Sherpas. Une vraie déconnexion de certaines réalités et une vraie immersion dans d'autres réalités. Et chacun de ces moments de vie sont pour moi autant de nourriture qui me confirment dans mes convictions et qui me confirment que le choix de vie que j'ai fait est le bon. Nos engagements et nos prises de parole relèvent davantage des joutes oratoires et des figures de style que des contenus engagés, réels et concrets. Et voilà, je dis, enfin, faisons attention à ne pas devenir que de la théorie et de l'abstraction, mais réellement d'être engagé concrètement sur le terrain et d'avoir le courage de nos opinions. D'ailleurs, lorsque j'avais décidé d'aller au Chili et puis en Chine après, tous mes camarades de classe me disaient mais pourquoi tu fais un métier complètement malade, accepte le stage dans cette grande boîte parisienne. Après quand j'ai décidé de démissionner et de m'engager dans une autre voie, mais tu es complètement folle, c'est de l'inconscience, mais c'est des caprices d'enfant, mais tu es là. Bon, tous ces gens-là qui ont dit ça probablement comment bien, aujourd'hui me disent tu as de la chance, c'est super ce que tu fais, j'aimerais faire ça. Mais moi je dis mais c'est pas du tout une question de chance, c'est une question de choix, c'est une question de décision, c'est une prise de risque. La chance après, elle suit, il faut la provoquer. On ne peut pas décemment se maintenir dans une routine et en même temps se plaindre d'être dedans. Et ce qui est à l'origine de la schizophrénie contemporaine. Donc à un moment, il faut avoir le courage d'essayer de s'écouter, de se chercher, d'évacuer tous les caprices et tous les projets d'ego pour essayer de savoir vraiment d'où on vient. Et c'est là où ce que tu disais tout à l'heure est très vrai. Il faut se connecter un petit peu à notre passé aussi, d'où on vient, pour savoir où est-ce qu'on est censé aller. Et lorsqu'on pense savoir où est-ce qu'on est censé aller, avoir le courage d'y aller. Et aussi, ne pas perdre de vue que finalement notre destin est en mouvement perpétuel. Donc ça veut dire aussi s'adapter, ne pas être sous l'emprise de l'idée fixe, mais être capable, jour après jour, de réorienter notre chemin, de tourner à gauche des fois, alors que même si on pensait devoir aller tout droit. Moi ça me fait penser à un film, Into the Wild, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et moi c'est un film qui m'a pas mal marqué parce que justement il illustrait parfaitement ce que je dis là maintenant, c'est l'idée fixe. C'est-à-dire on a une idée fixe et on est persuadé que notre liberté et notre libre arbitre
consiste à atteindre cette idée qu'on se fait. Donc dans son cas, c'était l'Alaska. Mais résultat, il en est mort. Il est mort là-bas, tout seul, et il est complètement passé à côté de sa vie. Parce qu'il n'a pas su voir les signes qui lui indiquaient qu'à tel endroit il fallait tourner, qu'à tel endroit il fallait s'arrêter, qu'à tel endroit il fallait changer de projet. Et donc il est passé à côté de son destin en pensant y aller coûte que coûte. C'est ça le risque aussi. Ne être sous l'emprise de l'idée fixe. Le destin est en perpétuel mouvement et mon père dit souvent que notre vie est un jeu d'échecs. Chaque pion qu'on bouge redessine complètement la partie. Donc il faut être alerte, voir ce qui se passe, pour ne pas laisser la partie nous filer entre les doigts.